Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un petit préambule sur le confinement, ce soir, mercredi 18 mars. Je vous souhaite à tous un bon courage. Je sais que certains ont des difficultés techniques, le partage de ressources avec leur fratrie. Soyez solidaires entre vous, au sein de vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à utiliser votre adresse Gmail pour un envoi direct à mon adresse professionnelle, notamment si l'ENT est saturé. Merci à Flavie qui a répondu à la question petit sondage. Si vous souhaitez un autre fonctionnement, classe virtuelle, WhatsApp, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est peut-être un petit peu plus contraignant, on verra. On fait une pause sur les SNT, sauf pour les motiver. Je pense que certains d'entre vous pourraient être motivés par des activités Arduino, donc manifestez-vous, ne lâchez pas. On est isolés, mais on est ensemble. Et je vous envoie mes ondes positives, mes enfants. Prenez soin de vous. Et pour une balade goûter, ce n'est que partie remise. Alors sur ce chapitre 11, pour les élèves de seconde, fonctionnement des agrosystèmes, j'aime bien commencer par la courbe de la démographie mondiale, avec cette croissance complètement folle. Depuis, on va dire, 200 ans, on double la population est passée de, en gros, 1 milliard d'humains en 1800 à 2 milliards en 1900, 4 milliards, 5 milliards en l'an 2000, 7 milliards aujourd'hui, 7, 8 milliards. Bon. Donc évidemment, ça oblige à de plus en plus occuper des espaces sauvages comme le désert libyen, avec cette photo de champs irrigués, et puis l'augmentation de la population mondiale, qui est vraiment un défi majeur, également pour les énergies, mais un défi majeur qualitatif aussi. C'est pas qu'une quantité d'aliments, c'est aussi qualitatif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de ne pas trop abîmer notre environnement? Alors dans ce titre, il y a les agrosystèmes. Un agrosystème, c'est un écosystème artificiel modifié par l'humain pour produire, pour une production agricole. Comment est-ce qu'on peut optimiser cette production en minimisant les nuisances à l'environnement? C'est la question de ce chapitre, qu'on peut formuler de toutes les manières possibles, mais on revient toujours au même problème, concilier production alimentaire de masse et un développement durable pour les générations futures, c'est ça. Alors les agrosystèmes sont des écosystèmes modifiés. On a des écosystèmes terrestres qui sont bien connus, les champs de céréales par exemple. Les écosystèmes aquatiques qui sont un petit peu moins connus, c'est pisciculture, c'est les écosystèmes mytiliculture, etc. Et ils sont gérés pour produire une biomasse nécessaire à l'humanité pour différents besoins, et c'est pas que des besoins alimentaires, c'est aussi par exemple les besoins des agrocarburants. Donc le dessous des cartes que vous allez voir fait mention de ces fameux agrocarburants, puis des besoins pour le bâtiment, des besoins pour la pharmaceutique, voilà. Et on va évoquer la notion de rendement, rendement agricole, rendement écologique, la notion de biomasse, c'est-à-dire de masse biologique végétale qui doit être exportée, c'est-à-dire qui doit sortir du champ pour arriver ici, dans nos assiettes par exemple. Première activité, c'est une activité avec le livre scolaire, je vous laisserai y jeter un coup d'œil, elle est plutôt bien faite sur le fonctionnement d'un agrosystème. On va essayer d'identifier des éléments qui constituent les deux agrosystèmes qui sont présentés, des éléments caractéristiques. Ensuite, on observera les flux de matière, notamment les engrais et l'irrigation. Et puis enfin, on fera le calcul du rendement écologique. Alors ça, vous avez des éléments de corriger avec le livre scolaire en ce moment, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. En revanche, je vais vous présenter un petit peu plus précisément le document 3 qui est tiré du livre scolaire. Donc, alors, une différence entre rendement agricole, c'est la biomasse produite par unité de surface et par unité de temps. Donc ça va s'exprimer en quintaux, voilà, par hectare par exemple.
et par an. Le rendement écologique, c'est un rapport entre l'énergie produite et l'énergie consommée. Alors ici, dans ce document 3, qui est tiré du livre scolaire, je vous disais, pas forcément facile à comprendre, on a N, P, K. Ce sont évidemment azote, phosphore et potassium, et ce sont les éléments vraiment centraux de la croissance des plantes. Ce sont des éléments chimiques qui sont très très importants pour faire pousser les plantes, avec évidemment l'eau, vous en doutez. Et donc c'est des éléments qui disparaissent lorsque l'on récupère la plante pour nourrir des animaux, par exemple, le maïs, qui vont disparaître du sol, et donc il faut régulièrement les réimporter de différentes façons pour que le sol puisse rester fertile et qu'on puisse faire cultiver d'autres plantes l'an suivant. Alors dans le grand 2, les systèmes agricoles, je vous demande en premier et en deuxième DM une présentation de 2 systèmes agricoles. Alors vous pouvez me faire une vidéo, vous pouvez faire une présentation PowerPoint, vous pouvez faire un fichier audio avec un tableau, un compte-rendu, un tableau ou document, et je vous demande de choisir parmi différents systèmes, agriculture vivrière, agriculture intensive, agriculture intégrée, etc. Agroforesterie, il y a plein de noms, de types d'agriculture. Et je vous laisse choisir, vous en choisissez 2. Vous présentez le fonctionnement du système, le type de culture, l'organisation de la surface, la productivité, si vous avez des éléments de connaissance de productivité, et puis les impacts économiques et sociaux. Ça m'intéresse. Le DM suivant nécessitera que vous regardiez 2 vidéos. Une vidéo, le dessous des cartes, une émission qui est très bien de géographie. Cette émission là, c'est le dessous des cartes Agriculture, la nouvelle donne. Elle est un peu vieille, elle date de 2008, mais on a quand même plein d'éléments intéressants. Donc vous pouvez compléter ce formulaire ici. Et puis il y a une deuxième vidéo qui présente l'agriculture urbaine, une forme d'agriculture urbaine. C'est un défi aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux à habiter dans les villes. Et Agricool a bien senti le filon. C'est une start-up qui fait des fraises dans des containers en ville, avec une technologie qui a fait qui a une vraie révolution, c'est la technologie des LED, parce que ça consomme très peu et puis ça produit beaucoup de lumière. Autre start-up, la caverne, les copains de la caverne qui produisent des endives, des pleurotes, des shiitakes, et qui occupent des parkings inoccupés à Paris. Les caractéristiques des systèmes agricoles varient selon le mode de culture, et nous on distinguera vivrière, extensive ou intensive. Ça, c'est les 3 notions que vous devrez connaître. Et puis le dernier point, vers une agriculture durable, donc vers une gestion durable des agrosystèmes, et c'est notamment la question des intrants, parce qu'effectivement avec l'augmentation de la population, il a fallu augmenter les rendements, et dans les années 50, on a développé de plus en plus d'intrants, d'engrais et de pesticides qui ont permis d'énormément augmenter, de faire vraiment exploser les rendements. Mais là, depuis une trentaine d'années, les rendements stagnent pas mal, parfois baissent, ils sont élevés, mais ils n'augmentent pas. Donc ça pose d'autres problèmes, puisque la population, elle, a tendance à encore augmenter. Et effectivement, on a aujourd'hui majoritairement besoin d'utiliser des intrants en agriculture pour nourrir tout le monde. Si on refaisait du bio, on ne pourrait pas nourrir toutes les bouches sur Terre, probablement. La question facultative, c'est par rapport au document 6 que je vais vous présenter juste après, comment est-ce qu'on peut détecter les pesticides? Alors ceux qui n'ont pas encore, ceux qui veulent répondre au document 6, vous pouvez faire une pause, le regarder, et puis commencer à y réfléchir. Faites pause maintenant, et on fait le corriger juste après. Alors, impact des intrants sur les ressources en eau, c'est notamment par rapport aux nappes phréatiques, consommation d'eau douce qui est de plus en plus rare, excès d'azote dans l'eau, ce qui produit de l'eutrophisation, des blooms algaires, des excès d'algues dans les
dans les cours d'eau et sur les littoraux. La faune du sol qui est perturbée par les pesticides, surtout les lombrics qui font le fameux complexe argilo-humique que je vous montrerai, j'espère très bientôt en direct dans le jardin du lycée. Les pesticides se bioaccumulent au cours des chaînes trophiques, donc les petits animaux sont mangés par des plus gros animaux, eux-mêmes mangés par des encore plus gros, et à chaque fois la concentration de pesticides augmente dans les tissus. Et puis enfin, les pesticides, certains ont été interdits pour être toxiques, écotoxiques, reprotoxiques, donc et toxiques, perturbateurs endocriniens, cancérogènes probables pour certains. Bon, c'est quand même très sujet à beaucoup de débats, mais on sent quand même que ça pose problème. Enfin, il y a un autre problème majeur, c'est qu'on a très peu de moyens de détecter les pesticides dans les produits alimentaires. Et je vous laisse faire une propre enquête là-dessus pour savoir s'il y a moyen d'avoir un test, comme un test, je ne sais pas, pour le Covid-19, qui permettrait de savoir s'il y a tel ou tel pesticide dans la tomate, dans la pomme, dans le raisin que l'on mange. Dernière chose, ce document 7 sur la productivité de 2 agrosystèmes. Alors, évidemment, vous avez entendu parler de la consommation de viande. Évidemment, si on prend la même surface, on cultive la même chose, enfin, on cultive la même surface, on va faire du blé. Si on fait du blé, on va nourrir suffisamment de farine pour nourrir 85 adolescents. Avec que du blé, à un moment donné, on va se lasser, mais voilà. Sur un autre modèle, si on fait de la luzerne pour nourrir du bœuf, du veau, et qu'on fait du veau, et bien on va pouvoir nourrir un adolescent par unité de surface. Ça, c'est certain que notre consommation de viande pose un vrai problème environnemental. Et voilà, la quantité d'eau aussi, par exemple, pour produire de la salade, de la pomme de terre, du maïs, du poulet et du bœuf. Vous voyez les différences, 25 litres à 15 000 litres d'eau. C'est pas mal la différence. Alors pour certains, vous avez déjà testé ces connaissances avec le livre scolaire, je vous remercie pour vos envois. Pour les autres, vous avez aussi fait le TP pot de yaourt, et je vous félicite, hein, c'est une certaine Marion P qui s'est lancée là-dedans. Si vous y arrivez, c'est super. Il faut être régulier, arroser régulièrement, voilà, pour faire pousser. Bon courage à toutes et à tous. Je vous retrouve bientôt avec plaisir.